Donc, je passe la parole à Olivier Yaroutsos, donc, qui est directeur de l'Observatoire régional des métiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, voilà, pour un quart d'heure. Voilà, alors le titre que j'ai essayé de trouver dans l'espace de définition de cet atelier, c'est le territoire met-il la relation formation à l'emploi à rude épreuve? Je pense que oui, enfin Bernard vient de dire tout à l'heure que, y compris sur le territoire, la relation est introuvable. Je voulais évoquer deux points essentiellement. Est-ce que l'effet d'attraction qu'exercent sur nous tous les territoires nous permet-il d'espérer un retour sur le travail ? Je parle du travail parce que cette relation formation-emploi à laquelle on ajoute compétences, il me semble, convoque les questions du travail. Je parle de retour aussi parce que il me semble également que cette question du travail nous a été quelque peu confisquée ces derniers temps. La deuxième question, est-ce que l'expertise de la relation formation-emploi, donc compétences, va trouver sa place dans une configuration spatiale et évolutive? C'est la question de l'expertise. Alors il me semble, dans l'esprit Jacotot, je dirais, du croisement entre recherche et pratique professionnelle, et je dirais même de réciprocité. Alors, la première question sur le retour du travail, pour cela j'ai un fil conducteur, c'est la question des transversalités. Et cette question des transversalités, je l'ai rencontrée, j'allais dire, tout au long de mon propre parcours professionnel, en commençant d'abord par travailler sur des métiers dits transversaux, comme les métiers administratifs, le secrétariat, l'informatique, etc. Et finalement, des métiers qui étaient très représentatifs en termes d'emploi, mais qui étaient assez méconnus en termes de contenu d'activité. Et mon travail, j'étais à l'époque chargé d'études au CEREC, consistait à montrer leur existence par le détail du contenu du travail, faire en quelque sorte la preuve du métier en montrant combien le contenu du travail était complexe, en donnant à voir les conditions des exercices, en mettant en valeur le rôle socio-économique de ce que moi j'appelais des métiers. Finalement, c'était une façon de faire de la prospective, parce que, y compris sur ces métiers-là, il y avait des grands prospectivistes, je dirais, dont a posteriori on peut dire qu'ils étaient dans l'erreur, pensant par exemple que l'informatique personnalisée allait les faire disparaître. Au contraire, ça a été une façon, je pense qu'on a beaucoup appris en travaillant notamment sur les métiers de service, et de mon point de vue, c'est pas un hasard si Jean Gadret aujourd'hui en est à convoquer des questions sur la croissance, un petit peu, parce que on a à travers ces travaux sur ces métiers. Alors bon, il y a eu aussi des travaux plus récents sur les métiers flous. Nous ont donné à voir une évolution du travail très intéressante. Alors, le deuxième exemple, c'est qu'en passant du CEREC, je suis arrivé à l'OREF. J'ai rencontré le territoire. Alors, il y a toujours un danger quand on récapitule son propre parcours, c'est de croire que les choses sont en train de changer quand vous les découvrez. Mais enfin, toujours est-il que je me suis rendu compte que dans l'expertise relation formation-emploi, on parlait de plus en plus des territoires. Il n'y a qu'à regarder la littérature et les titres d'articles où le terme « territoire » apparaît. Donc je me suis intrigué aussi, enfin cet objet m'a beaucoup intrigué, ça continue d'ailleurs, et je continue de me demander, mais enfin quels sont les intérêts des gens à aller sur le territoire, à s'engager sur le territoire. Première question pour les entreprises, par exemple. Alors, ça peut paraître évident pour des entreprises qui ont un produit ou un service en lien avec le territoire. Je pense par exemple à l'agroalimentaire, quand on fait un produit du terroir, ou je pense au tourisme, ou je pense au transport. Je pourrais penser également au sanitaire et social, qui est très lié avec les caractéristiques démographiques de la population. Bref, voilà des activités très liées au territoire, au point qu'il puisse y avoir une dimension identitaire. Deuxième intérêt de l'entreprise, c'est quand son recrutement est local. Et en général, c'est plutôt qu'elle recrute de la main-d'œuvre au premier niveau de qualification.
Autre intérêt aussi de l'entreprise de lancer dans le territoire, c'est réclamer des infrastructures, une voie de chemin de fer, une plateforme logistique, etc. Et puis aussi ce qu'on voit de plus en plus, et il vient d'être fait allusion au cluster, c'est quand il rencontre une opportunité de soutien, y compris de financement public, ou d'entraînement, une opportunité d'entraînement, comme les pôles de compétitivité ou la mise en réseau. Donc finalement, on voit bien que quand on se pose cette question des entreprises, on n'est pas seulement sur la question de l'emploi, on parle beaucoup de GPEC territorial, on est aussi sur la question des qualifications, des pyramides de qualification, et il me semble que là, il faut faire un retour sur le contenu du travail. Du côté des salariés, c'est pareil, et je retrouve beaucoup d'éléments dans la présentation que vient de nous faire Bernard. Je crois que, alors hier dans un atelier sur la sécurisation des parcours, on disait la compétence est située. Ça reste un acquis, je dirais, des années 80. Eh bien, effectivement, quand on regarde le travail, on n'oublie jamais le contexte professionnel dans lequel sont mobilisées les compétences. Je pense que cette situation de travail maintenant s'élargit à l'environnement territorial, si je puis dire, de la personne. Alors, sans doute des sphères géographiques plus ou moins grandes selon les individus, mais là aussi, on y a fait allusion tout à l'heure, les arrangements en termes de voisinage, de production de liens sociaux et tout que font les salariés en dehors de leur vie professionnelle, a un rapport avec les compétences qu'ils mobilisent dans la situation professionnelle. Et beaucoup de travaux nous amènent à nous interroger sur l'attachement qu'ont les gens à leur territoire. Et l'étude du Briançonnais a montré qu'il y a des gens qui étaient prêts à sacrifier une partie de leur qualification pour rester à la montagne, si je puis dire, ou au contraire pour y venir. Et puis on s'interroge aussi sur la capacité donc des individus à sortir de leur territoire. Une autre question que je n'ai pas le temps de développer, mais serait de dire quel est l'intérêt des partenaires sociaux de s'engager dans le territoire. Est-ce qu'ils ne sont pas, eux aussi, à l'épreuve d'une mutation territoriale qui bouleverse l'organisation sectorielle des branches professionnelles et du système de négociation et de concertation français. Juste un exemple, et on est encore dans le Briançonnais, décidément. Une question, qui est une entrée par le travail, s'est posée sur le travail saisonnier, comment pérenniser l'emploi saisonnier. Se sont organisés dans le département des Hautes-Alpes de tas de dispositifs, etc., et dont sont issus des commissions, enfin une commission départementale interprofessionnelle qui traite des questions de mobilité intersectorielle. J'aurais tendance à dire enfin, mais c'est un lieu assez rare. Toujours sur cette question, il me semble aussi que les questions d'environnement et de développement durable sont l'occasion de renouveler notre grille de lecture de la relation formation-emploi. Je ne sais pas si on arrivera à produire une alternative de l'adéquation, mais là, il me semble que ça bouleverse un peu nos schémas, parce qu'il nous faut réinterroger systématiquement la structure des qualifications. Actuellement, il y a une interrogation sur les nomenclatures qui est en cours au niveau de l'Observatoire national de la croissance verte, et les OREF sont invités. Donc la dimension régionale participe à la réflexion. J'espère que ça va aboutir à une production, une modification de nomenclature significative. Donc on voit bien que les grilles d'analyse vont changer. Ça nous permet de traiter une question qui, pour l'instant, relève encore d'une dichotomie entre le système productif qui réclame des formations à l'environnement et au développement durable de fond, mais sur les premiers niveaux de qualification, tandis que le système éducatif, je dirais pour ses premiers niveaux, niveau 5 et 4, j'allais dire, appose quelques touches, quelques nuances environnement, développement durable, tandis qu'il forme pléthore, enfin il y a pléthore de création de licences professionnelles et de masters en environnement. Bref, là, il y a un peu un hiatus, il y a une tension à travailler, et il me semble que c'est une bonne chose pour renouveler nos modes de lecture de la relation formation-emploi. Alors, ma deuxième question dans tout ça, c'est comment l'expertise dont relèvent tous les uns et les autres à notre niveau, à notre échelle territoriale ou sectorielle, va retrouver sa place. Se pose bien sûr la question de l'organisation de cette expertise, l'organisation au niveau national,
au niveau régional, ça je crois que maintenant on en est convaincu, et au niveau infra-régional. Alors pour développer ce point, un exemple, un objet d'étude, la question des mobilités. Donc il est question, enfin elle plane, y compris sur ce colloque, c'était l'objet donc d'un atelier hier. Je crois que quelque part on ne peut plus penser la question de la production des qualifications sans penser celle de la circulation des qualifications, comme quelque chose qui se régénère à partir des parcours des individus. D'ailleurs, une personne sur 5 change de métier au cours d'une année. Ça, c'est des statistiques, travaux, INSEE, OREF. Donc, preuve d'une formidable capacité d'adaptation mise à jour quotidiennement par les individus, mais qui passe inaperçue, je dirais, parce que dans 3/4 des temps, c'est dans le cadre d'une mobilité interne, plus interne pour les premiers niveaux de qualification que pour les niveaux supérieurs d'ailleurs. Autrement dit, cette capacité d'adaptation, elle nous interroge sur la question, j'allais dire traditionnelle dans notre champ, de la reconnaissance, de la valorisation de cette capacité. Et là, on avait hier après-midi encore un très bon débat sur comment faire. Alors on parlait de compétences transverses, enfin ces notions encore un peu floues. Et je pense qu'il faut reconvoquer tout simplement la question de la certification et remettre sur le tapis, dire mais finalement le système éducatif a les outils adaptés pour ça. Je pense notamment aux certifications à contenu général. Qui, en termes de socle, sont une sorte de garantie de cette capacité d'adaptation et d'évolution. Tandis qu'on voit plutôt, sinon un mouvement inverse, en tout cas à nouveau une tension sur la diversification et la multiplicité des certifications, notamment en termes de reconnaissance de salariés dans son entreprise. On va plutôt chercher à le spécialiser sur un domaine à coup de certificats de qualification professionnelle. Donc, quid de sa capacité à se saisir d'un bagage qui valorise sa capacité d'adaptation le jour où sera fermée son entreprise. Donc il a fait preuve, il a déployé pendant 20-30 ans une capacité d'adaptation qui risque de lui être déniée en cas de restructuration. Alors, en termes de mobilité, pour terminer sur ce point, on a beaucoup de matériaux. Je pense que Jean-François va tout de suite nous parler des questions des parcours en début de vie active. Nous avons aussi des travaux sur les phénomènes de déclassement. Nous avons, y compris des choses très très intéressantes sur les navettes domicile-travail. Donc, vous voyez la mobilité dans toutes ces dimensions. Avec les seniors, on travaille sur la question de la maturation, on travaille sur les questions de reconversion. Bref, de quel espace on dispose pour capitaliser cette connaissance sur les mobilités? Alors, qui est produite par des opérateurs très divers, comme l'INSEE, le CEREC, bien sûr, des laboratoires de recherche, les OREF, s'il vous plaît, les directs aussi, les services d'études des directs, tant qu'ils existent encore. Bref, autant de structures qui se mobilisent sur les questions de parcours à différents niveaux et qui, pour l'instant également encore, relèvent du service public. Je crois qu'il faut avoir cette dimension de service public en tête entre ces différents organismes. Et qui est intéressé par nos travaux sur les mobilités? 3 minutes. Ce sont les acteurs qui se multiplient sur les territoires et qui peut-être font aussi des commandes dispersées, éparpillées. Alors les maisons de l'emploi, les missions locales, les comités de bassin, les pôles de compétitivité, les régions, j'aurais dû commencer par elles, mais aussi les départements, etc. Bref, sur cette question de l'organisation de l'expertise, je crois qu'on a un travail d'organisation devant nous. Deux derniers points très rapidement. Celui des méthodes. Je crois qu'on n'accorde jamais assez d'importance à cette question des méthodes. C'est toujours un point d'achoppement, et c'est sain, faut se la coltiner. Je me souviens, quand on travaillait sur la GPEC entreprise, on parlait des outils. Alors, il a été question hier des référentiels. Quand on s'attaquait à cette question des outils en GPEC, j'allais dire entreprise, on nous disait pas d'usine à gaz. Aujourd'hui, il faut faire du diagnostic partagé, mais il ne faut pas non plus que ça soit une usine à gaz. Donc, les questions de méthode ont du sens. En termes de diagnostic territorial, moi, je vous propose vite fait une typologie. Il y a, mais je ne m'attarderai pas là-dessus, le diagnostic obligé, celui qui va justifier la mobilisation de mesures qu'on a à disposition. Je passe. Le diagnostic systématique, là, il mérite un tout petit temps d'arrêt dans les 2 minutes qui me restent, parce que moins en plus, j'y vois quelque chose sur lequel il ne faut pas lâcher.
En gros, on part d'une unité d'analyse qui couvre un maillage national. Autrement dit, je pense à la zone d'emploi. C'est un territoire d'études, on est d'accord, rien d'autre, mais c'est déjà beaucoup, qui nous paraît de faire des comparaisons entre territoires et entre territoires englobants, qu'ils soient régionales ou nationales. Donc ça nous permet, grâce à la mobilisation de statistiques publiques, de travailler une approche structurelle. Je vois ensuite, et je descends de plus en plus fin, le diagnostic qualitatif. Le diagnostic qualitatif, il va nous apporter il est moins systématique, c'est pas une géographie globale, il est ponctuel en fonction des projets, il va nous apporter une matière beaucoup plus volatile. Cette matière volatile, par exemple, c'est de la donnée conjoncturelle. Ah bah oui, à la crise, on s'est mis à l'exercice. Hein. Et puis de la donnée qualitative aussi, parce qu'il faut faire des interviews, il faut faire des entretiens individuels ou collectifs, pour croiser avec les statistiques, pour faire ces allers-retours entre matériaux déjà un peu plus subjectifs et matériaux quantitatifs. Et dernier type de diagnostic, c'est le diagnostic participatif. Bon, j'emploie des grands mots, mais enfin, c'est essayer, et c'est très compliqué en termes de méthode, d'utiliser la connaissance qui est produite par la confrontation entre acteurs. On met des acteurs ensemble, ça a été dit ce matin, il me semble aussi dans différentes interventions hier. On ne cherche pas du consensus, mais dans cette confrontation va produire de la connaissance. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait en termes d'observation? C'est une question qu'on se pose et quelque part, nous croyons aux vertus de la confrontation. Alors, et c'est mon dernier point, je pense que toutes ces questions d'organisation de l'expertise à différents échelons territoriaux, et il n'y en a pas un il n'y a pas d'approche hiérarchique dans ces échelles territoriales, pose la question, alors ça paraît bizarre de dire d'un nouveau métier qui est celui de l'animation, mais quand même, je pense qu'au niveau de l'observation, par exemple, on peut plus se contenter d'envoyer, de distribuer des diagnostics, et tout ce que j'ai évoqué, y compris en allant jusqu'au participatif, nécessite des mobilisations de compétences qui sont un peu nouvelles, parce qu'il faut être expert méthode sur la production des indicateurs, sur leur interprétation, et puis il faut faire se confronter entre les acteurs pour que cette confrontation produise de la connaissance. Je pense que là-dessus, ça ne va pas s'apprendre du jour au lendemain dans des masters. C'est quelque chose qui nécessite aussi de passer par l'expérience. Mais on a à réfléchir tous ensemble sur ce nouveau métier. Merci beaucoup pour cet exposé très riche.